On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. On est toujours en mode électoral. On poursuit notre tournée d'entrevues avec les candidats et candidates. Dans quelques instants, on vous fait découvrir la candidate du Parti québécois dans Chambly. Mais tout d'abord, lui, il est candidat pour Québec solidaire dans Chambly. Poursuivons notre tournée d'entrevues avec les candidats et candidates des comtés de Saint-Jean-Iberville et Chambly. Aujourd'hui, on est dans Chambly avec le candidat qui représente Québec solidaire. Il s'appelle Vincent Michaud-Saint-Louis. Il est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, ça va bien? Très, très bien. Vous-même? Bien, certainement. Est-ce une première expérience en politique? Oui, pour moi, c'est une première expérience. Je me considère pas comme un politicien de carrière. Je fais ça parce que je suis enseignant. Et parce que je suis nouvellement papa aussi. Donc, l'envie politique, je pense que quand on devient parent, l'avenir, c'est quelque chose qui se rapproche. Et donc, mon envie de participer puis d'essayer d'aider vient de là. Et vraiment, là, moi, j'ai envie de m'impliquer, de rentrer, de changer ce que je pense qui peut être amélioré et ensuite de retourner enseigner. Là. Mon but, c'est pas... Mon but, c'est de rentrer, c'est de changer les choses. Mais c'est pas une carrière, là, pour moi, la vie politique. Bon. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvé à cette élection-ci, chez Québec solidaire? Bref, les planètes se sont alignées, vous connaissiez des gens, bref, vous avez soumis votre nom. Bref, c'est quoi le contexte qui vous a amené à être candidat cette année? Bien, à Québec solidaire, on fonctionne un peu différemment des autres partis. Donc, c'est l'association locale de Chambly qui recherchait des candidats. Ils m'ont appelé parce que j'étais déjà membre, etc. Ouais. Et ils m'ont appelé pour me demander si j'étais intéressé à participer à cette élection-ci. Ensuite, il y a eu une campagne d'investiture où là, j'ai gagné la campagne d'investiture et finalement, bien, je suis là. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de participer? Bien, un peu pour les raisons là, que j'ai nommées tantôt. Là. Vraiment, l'état de nos écoles, l'état du Québec pour les jeunes familles qui a plus d'allure en ce moment. Et est-ce que vous étiez nombreux à l'investiture? Non, en tant que tel. J'étais le seul, mais à Québec solidaire, on fait quand même le processus électoral. Donc, les gens auraient pu choisir la chaise vide. Mais vous avez gagné par acclamation. Oui, j'ai gagné par acclamation. Et est-ce que ça faisait longtemps que vous étiez membre de Québec solidaire? Membre de Québec solidaire, oui, ça fait quand même un bon nombre d'années, mais j'avais jamais pris le temps de m'impliquer activement en politique. J'en parle souvent, puis je pense que dans les milieux enseignants, bien, les gens qui travaillent dans ces milieux-là aiment ça parler de politique. J'adore parler de politique avec les ados. Je pense que c'est des gens qui ont une belle fougue par rapport à ça. Donc, ça faisait longtemps que j'en parlais, que je m'impliquais de différentes façons. Je me suis impliqué dans le communautaire aussi beaucoup à Chambly, au sein du café-théâtre de Chambly et tout ça. Donc, par la suite, bien, le saut en politique, quand j'ai vu qu'il y avait un besoin à Chambly. Et ça reste le comté où j'ai grandi. Donc, c'est sûr que l'attachement émotionnel est là. Et les étoiles se sont bien alignées dans le sens que c'est aussi le comté du ministre de l'Éducation. Donc, en tant qu'enseignant, j'étais fier d'aller représenter une autre vision dans l'éducation à ce comté-là. Bon. Pourquoi Québec solidaire? Parce que je pense que c'est un parti qui est ambitieux. Je pense que c'est un parti qui représente aussi une nouvelle génération et qui se propose pour vraiment faire un changement de cap. Selon moi, ça fait 30 ans qu'en politique, on vote un peu pour les mêmes gens. On vote un peu pour la même élite politique, qui ont beau changer de parti, qui ont beau changer de teinte de bleu là, dans leur logo. Ça reste un peu le même monde qui essaie les mêmes solutions aux mêmes problèmes, mais ça ne fonctionne pas. Donc, à Québec solidaire, on a l'audace de proposer d'autres solutions. On a l'audace d'avoir un plan économique qui est ambitieux, un plan face à la lutte au changement climatique aussi, qui est réaliste, qui est faisable. Puis moi, en tant que parent, bien, une fois que j'ai lu ce plan-là, je me dis, bien, pourquoi est-ce qu'on le fait pas? C'est un plan qui n'empiète pas sur le dos de la classe moyenne, qui permet au moins de faire notre part et aussi bien, de préparer les changements climatiques, parce que ça, c'est une réalité. C'est l'argument de, quand bien même le Québec, on fait notre effort, c'est mondial, ça ne fonctionnera pas, etc. Bien, notre plan aussi inclut un fonds pour préparer cette urgence-là, parce que les dégâts de la crise climatique, ils vont arriver. Ça, c'est une certitude. Donc, il faut qu'on se prépare. Vous enseignez dans quel domaine? L'art dramatique. Je suis prof de théâtre. Donc là, j'enseigne à la Polyvalente Mont-Bruno en ce moment, mais j'ai déjà enseigné aussi à Chambly. J'ai enseigné à Montréal aussi, au primaire, un an comme titulaire aussi. Le parallèle est quand même intéressant parce que Jean-François Roberge, votre adversaire, qui est député de Chambly depuis plusieurs années, avant même que la CAQ soit le gouvernement, il était le porte-parole de l'opposition en matière d'éducation. Jean-François Roberge, qui est lui-même un ex-enseignant du primaire dans ce cas-ci. Et pendant longtemps, on l'a reçu souvent ici en entrevue, Jean-François Roberge, du temps où il était dans l'opposition. Il disait, écoutez, moi, je milite pour que l'éducation change. Puis bon, ultimement, il est devenu ministre de l'Éducation. Là, maintenant, on a 4 ans de bilan derrière nous. Vous êtes vous-même enseignant. Visiblement, vous ne semblez pas avoir la même vision que lui de l'éducation. Bref, quel est le regard que vous portez sur les 4 dernières années en éducation? Bien, qu'à proprement dit, je ne sais pas s'il voit les mêmes problèmes
que moi et Québec solidaire, on voit en éducation. Dans le sens qu'il suffit de regarder sa plateforme même maintenant ou son bilan des 4 dernières années, bien, la pénurie n'a pas vraiment été réglée. L'état de nos écoles a reculé d'un point de vue vétusté. Si on parle de conditions de travail des enseignants, la tâche s'est alourdie. Les départs à la retraite, les départs des jeunes enseignants. Donc, bref, c'est dur de trouver le positif dans le bilan en éducation. Et quand on parle de ces problématiques-là qui sont encore bien présentes et que nous, à Québec solidaire, on veut affronter de front, bien, on regarde les promesses de la CAQ actuellement en éducation. C'est 300 $ pour des nouveaux livres. Méprenez-vous pas, on adore la lecture aussi à Québec solidaire. C'est juste qu'on pense qu'il y a des problèmes aussi qui seraient mieux réglés avec cet argent-là. Comme par exemple les budgets classe. En ce moment, une enseignante, là, en moyenne, a 100 $ pour injecter dans sa classe. Dans l'année, ça fait absolument aucun sens. Donc, 300 $ à dépenser uniquement dans des livres, ça aurait pu être 300 $ à dépenser uniquement dans les classes. Ça, c'est un exemple. Il a annoncé aujourd'hui une nouvelle application qu'il veut mettre en branle, Clic École, qui va coûter des millions, alors qu'on a déjà une nouvelle application qui s'appelle La Mosaïque, qui n'est même pas encore appliquée partout sur le territoire du Québec et qui est une application qui va faire exactement la même chose. Donc, visiblement, il est déconnecté des demandes syndicales. Et la preuve aussi, moi, j'ai été rencontrer les syndicats de la région. Souvent, ils déclinent les invitations. Il n'écoute pas le personnel enseignant. Je pense que pour M. Roberge, je crois sincèrement en sa bonne foi. Je pense que c'est un bon monsieur. Je pense que c'est un bon prof, même. Mais par contre, quand il analyse la situation, je pense pas qu'il cible les bonnes solutions. Ma mère, quand je me suis lancé en politique, m'a dit, Vincent, les problèmes sont réglés par ceux qui les voient. Ben, j'ai pas l'impression que M. Roberge voit les mêmes problèmes que nous en éducation. Quand on regarde ce qui s'est passé notamment en éducation, parce que le député de la CAQ dans Chambly, évidemment, est ministre de l'Éducation, vous dites on ne voit pas les mêmes problèmes ou on ne voit pas les problèmes de la même façon. Qu'est-ce que vous proposez pour les régler? Parce que vous faites mention, disons, de la pénurie. La pénurie qu'il y a dans tous les domaines, santé, éducation, mais même en général aussi, il y a une pénurie partout. Comment on peut régler ce problème-là si, à la base, on n'a pas de monde pour le régler? Bien, c'est sûr que pour régler les conditions, par exemple, que je prends en enseignement, là, mais c'est un peu le même principe dans toute la fonction publique, là, qu'on pense aux éducatrices, qu'on pense aux infirmières, c'est vraiment des problèmes de conditions de travail parce que les gens, c'est pas qu'ils n'existent pas, c'est qu'ils vont travailler ailleurs. Ils quittent la profession. Ils s'en vont parce que c'est plus tenable. Donc, si on parle Québec solidaire, on promet des augmentations salariales au niveau de la fonction publique parce qu'on va se permettre d'aller chercher de l'argent dans le cadre financier aussi de d'autres façons. Parce qu'actuellement, moi, je vois pas comment on peut régler les problèmes sans aller chercher de l'argent pour le gouvernement. Donc, de promettre des baisses d'impôts, bien, c'est pas crédible. Là, pour tous ceux de la fonction publique qui nous écoutent, je pense qu'ils sont pas dupes. Par rapport à la tâche en enseignement particulièrement, on peut parler de réduire le nombre d'élèves par classe. On peut parler de faire... En fait, on promet aussi de faire, de faire des planchers de minimum de services dans les centres de services. Donc, pour exiger l'embauche de psychoéducateurs, de techniciens en éducation spécialisée, parce que ça aussi, ça influence directement la tâche de l'enseignant, parce que c'est un peu les bouées de sauvetage des enseignants, là, ces gens-là aussi. Là. Donc, d'améliorer leurs conditions de travail à eux, que ce soit exactement ça, d'un point de vue salarial, que ce soit d'un nombre de congés, que ce soit en termes de réduction de la tâche. Aussi, les enseignants sont prêts à faire un paquet de tâches administratives. Tu sais, à chaque année, on est obligé encore de signer comme quoi son travail 32 heures comme enseignant. 32 heures comme enseignant, là, ça veut dire que vous réduisez le temps où je suis directement devant un élève, là, ça c'est 30 heures semaine. Il me reste 2 heures pour faire tout le restant de ma tâche. Je pense que n'importe qui connaît un enseignant sait qu'un prof, ça travaille pas mal plus que 32 heures. Donc, si on parle de reconnaissance et de valorisation, on ne peut pas parler de ça sans parler du nombre d'heures. Bon. Autre enjeu, dans Chambly et ailleurs, des enjeux de mobilité, de transport. La CAQ, initialement, avait promis que le REM allait se rendre à l'intersection 1035. Ce n'est pas le cas. Il y a la 112, boulevard Périgny, pour lequel il y a quand même pas mal de congestion, surtout dans la portion vers la 30. Que propose Québec solidaire en matière de transport et de mobilité pour un comté, disons, comme Chambly? Bien, c'est sûr que nous, à Québec solidaire, on écoute ce que la science dit. Ce que la science dit, c'est que c'est pas en agrandissant les routes qu'on réduit la congestion autoroutière. Donc, on veut augmenter drastiquement l'offre de transport en commun. Ça fait aussi partie de notre plan climat. On règle un peu 2 problèmes avec d'un seul coup. Quand on parle d'augmenter l'offre de transport en commun, bien, le projet du REM, c'est un projet qui, à mon sens, là, puis j'écoutais des enseignants d'université en parler, qui est un peu malsain de sa base, parce que c'est un projet qui a été fait par la Caisse de dépôt et placement du Québec. Donc, c'est un projet qui a été fait dans le but de faire des profits, d'être rentable. Puis à Québec solidaire, bien, notre vision de transport en commun,
c'est, oui, d'être autosuffisant, mais surtout de desservir la population. Donc, d'augmenter le nombre d'autobus qui se rendent à Chambly. Moi, je pense que, oui, le projet du REM de se rendre jusqu'à Chambly était intéressant. Il ne s'est pas concrétisé. À Québec solidaire, on ne va pas construire une autre station du REM, mais on va augmenter drastiquement le nombre d'autobus qui se rendent vers la station de Brossard et aussi augmenter l'offre de transport en commun intermunicipal parce que notre système de transport actuel, il est très montréalocentriste, mais ça aide la décongestion aussi si on propose de l'alternative aux gens. Le comté de Chambly, c'est la ville de Chambly, Carignan, c'est aussi Saint-Basile-le-Grand, puis de l'autre côté, Richelieu et Saint-Mathias. Ouais. Quelles sont les autres problématiques ou autres enjeux que vous voyez dans Chambly? Avez-vous eu l'occasion de parler avec des maires et mairesses? Bref, quelle est votre vision d'ensemble de ce comté-là? Bien, je pense qu'à la seconde où on parle, là, vous parlez des maires et des mairesses, si on parle d'un point de vue municipal, bien, il y a toute la problématique de densification de la population, que ça, c'est un gros casse-tête pour les municipalités, et aussi la méthode de financement des municipalités. Et ça, on est un des seuls partis qui promet d'en parler avec elles, donc de s'asseoir avec les municipalités et de voir quelles pourraient être d'autres façons de financer ces villes-là. Parce qu'en ce moment, c'est uniquement l'impôt foncier qui les finance. Puis, bien, on le sait que c'est un peu voué à l'échec. Si on essaie d'arrêter de l'étalement, bon, on ne peut pas continuer là, de s'étendre et d'avoir donc d'autres rentrées d'argent pour les municipalités. Donc, nous, on veut revoir tout ce contrat-là pour les aider à gérer ça. Donc, de faire des projets de densification urbaine, que ce soit à Chambly, que ce soit à Saint-Basile, que ce soit dans les autres villes du comté, des projets de densification urbaine qui font du sens. Donc, qui incluent des écoles, qui incluent des garderies, qui incluent des milieux de vie et pas seulement des tours à condos comme on le fait actuellement. Bon. Et les logements abordables dans tout ça? Nous, on en promet 50 000, donc 50 000 logements sociaux, donc pas juste abordables, parce qu'à Québec solidaire, on fait la différence entre les deux. Et 50 000 logements sociaux, dont 7 000 en Montérégie. Mais aussi, quand on parle de logement social ou de première propriété, là, ce qu'on promet, c'est de faire un fonds, une fiducie communautaire qui va acheter des maisons qui existent déjà, qui acheter des terrains qui existent déjà, pour ensuite les revendre à des propriétaires dont c'est le premier achat 25 % moins cher. Donc ça aussi, parce qu'actuellement, il y a une grosse inéquité générationnelle qui s'en vient. Je pense que dans les dernières études, là, c'était 50 % des jeunes de mon âge, donc des 18-35 ans, qui sont obligés là, d'avoir de l'aide financière substantielle de leurs parents pour avoir accès à une première propriété. Puis ça, bien, c'est de l'injustice. Et aussi, bien, ça fait que la richesse est générationnelle et ça aide pas à l'essor économique d'une région. Bon. Faites-vous campagne à temps plein en ce moment? Oui, en ce moment, je suis en sans solde. Je me donne, oui, j'y crois. J'y crois, puis à Chambly, bien, on a de plus en plus de sympathisants. Nos listes de bénévoles augmentent. Tu sais, je suis pas statisticien, je peux pas dire que c'est selon moi, c'est la plus grosse campagne de Québec solidaire au Québec. Mais particulièrement à Chambly, c'est vrai. Je pense que la frustration ou la grogne de voir comment a été géré le ministère de l'Éducation, elle est là. Je sais que traditionnellement, en politique, on se dit, un comté ministériel, d'habitude, c'est rare que ça change beaucoup. Mais à Chambly, il se passe quelque chose. On n'a jamais eu autant de bénévoles. On travaille avec une trentaine, quarantaine de bénévoles par semaine qui font du porte-à-porte, qui s'impliquent. Quand on cogne aux portes, les gens sont sympathisants. Il y en a même qui nous disent, tu sais, moi, je souhaite François Legault au pouvoir, mais je veux pas voter pour CAQ dans mon comté ici, parce que je veux m'offrir d'autres choses ici. Donc, le message aussi là, que je voulais envoyer aux gens, c'est si on y croit, bien, ça se peut à Chambly. Ça se peut parce que l'électorat, en général, quand il a l'impression que l'élection est décidée, bien, il ne se présente pas au vote. Et ça, c'est terrible. Vincent Michaud-Saint-Louis, candidat de Québec solidaire dans Chambly. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci à vous. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, on court à Sport Express cette semaine. Absolument. Invité de marque, il a couru 52 demi-marathons en 52 semaines. Patrick Barrière est avec nous. Juste le dire, je suis essoufflé. Moi aussi. Ne manquez pas ça. Poursuivons notre série d'entrevues avec les candidats et candidates pour l'élection du Québec là, qui va se tenir le 3 octobre. Nous, on couvre principalement les comtés de Saint-Jean, Iberville et Chambly. Aujourd'hui, on est dans Chambly. Elle représente le Parti québécois et les candidates, c'est Marie-Laurence Desgagnés. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Fait plaisir. Est-ce une première expérience en politique? Oui et non, au sens où j'ai déjà tenté ma chance avec le Bloc québécois en 2021. Mais cette fois-ci, là, on joue le tout pour le tout. On y va avec cœur aussi dans une circonscription qui a un historique péquiste assez fort, ce qui n'était pas nécessairement le cas de mon expérience au fédéral. Donc, je bâtis sur ce que j'ai acquis, mais vraiment, c'est une super belle expérience pour l'instant. Vous étiez candidat où pour le Bloc? Dans Brossard-Saint-Lambert, toujours sur la Rive-Sud. C'est
Effectivement, il y a moins d'historique. Oui, exactement. On peut dire. Bon, pourquoi cette implication en politique? Bon, là, avec le Bloc, cette fois-ci, avec le Parti québécois dans Chambly, mais pourquoi cette implication en politique? Bien, d'abord, je pense que la plupart des jeunes, contrairement à ce qu'on entend, se préoccupent de ce qui se passe dans leur société. Et moi, j'ai toujours été intéressée par la chose publique, mais ce qui m'a vraiment amenée à m'investir dans un parti politique, c'est la question de l'indépendance du Québec. Pour moi, elle est fondamentale, elle est au cœur de toutes les questions qu'on se pose quand on parle de politique publique, puis elle est portée par le Parti québécois d'une magnifique manière, puis je pense que cette cause-là est trop précieuse pour qu'on s'en détache comme Québécois. Vous êtes en train de briser deux mythes. Le premier qui dit que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Visiblement, vous prouvez le contraire. Et d'ailleurs, je constate à cette élection-ci, pour avoir fait quelques entrevues, qu'il y a quand même beaucoup de jeunes, tous partis confondus, et c'est rassurant, je pense, de voir. C'est comme s'il y a eu un trou à un moment donné où il y avait très peu de jeunes. Et là, on dirait que les jeunes reviennent et se réintéressent à la politique. C'est rassurant. Le deuxième, c'est où on dit « Ah non, les jeunes puis la souveraineté, c'est un projet de baby boomers. » Or, visiblement, ce n'est pas votre cas à vous. Pourquoi vous vous intéressez à la question de l'indépendance? Bien, parce que pour moi, bien, j'ai un attachement qui est profond au Québec. Et en ayant voyagé un peu comme beaucoup de collègues, j'ai réalisé à quel point on a une culture qui est particulière, des façons d'agir et de faire qui sont particulières, qu'on a associées aussi à notre État, à notre façon de voir les politiques publiques, quand je pense au CPE, par exemple, à l'environnement, qui sont profondément différentes des façons de faire du reste du Canada. Et pour moi, on aurait encore plus de potentiel si on possédait tous les outils pour aller au bout de nous-mêmes. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé à cette question-là? Vous vous êtes intéressé à la politique, oui, mais pourquoi vous vous êtes intéressé à la question de la souveraineté, de l'indépendance? Bien, d'abord, comme beaucoup de Québécois, je viens d'une famille qui a un historique indépendantiste. Quand on pense qu'en 95, le oui a presque eu 50 %, la réalité, c'est qu'il y a une grande partie de la population québécoise qui est ou a déjà été indépendantiste. Moi, je suis issue d'une famille qui a fait ce parcours-là, qui s'est impliquée. Donc, c'était le choix naturel. Mais au-delà de ça, c'est un choix que j'ai déjà remis en question au cours de mes études, à travers des cours d'histoire, entre autres. Mais je suis toujours revenue au même raisonnement qui m'amenait au fait que le Québec serait beaucoup mieux outillé s'il possédait tous ces leviers. Bon. Là, on dit... Bien, en fait, certains disent, et là, je prends l'exemple de Bernard Drinville ou de Caroline Saint-Hilaire, qui ont été au Bloc ou au Parti québécois, ou même François Legault lui-même, qui disent, écoutez, là, le monde, ils n'en veulent pas de la souveraineté, donc on ne peut pas leur rentrer ça de force. Donc, pendant ce temps-là, bien, allons gérer le Québec au meilleur de notre connaissance, puis essayons d'aller chercher certains pouvoirs à Ottawa. Qu'est-ce que vous dites de ces gens-là qui ont milité pour cette cause-là et qui font le pari qu'en ce moment, il n'y a plus vraiment d'appétit pour l'indépendance? Bien, d'abord, je pense que c'est le propre d'une génération qui a été très déçue en 95 parce qu'elle avait souvent mon âge, plein d'espoir, et elle a vécu une défaite qui a fait mal. Moi, j'ai 23 ans, j'ai encore mes rêves de jeunesse. J'ai pas le goût de m'investir en politique en étant défaitiste, puis en me disant que le projet en lequel je crois le plus fondamentalement est voué à l'échec. J'ai le goût d'y croire puis de convaincre la population, pas de me contenter de lui offrir ce qu'elle veut. Je pense que notre projet est non seulement important, mais nécessaire. Puis j'ose croire qu'on va convaincre des gens comme Mme Saint-Hilaire et M. Drainville de revenir dans le bateau parce que fondamentalement, j'ai l'impression qu'ils y croient toujours, mais qui cèdent un peu à la tendance générale. Ouais. Autre question que je pose souvent, c'est quelle est la différence entre le Parti québécois et Québec solidaire? Parfois, j'ai l'impression que vous divisez un peu la même clientèle, qui a des orientations similaires. Les deux partis sont souverainistes. Mais pour l'électeur qui hésite, elle est où la différence entre les deux formations? Bien, je ne sais pas comment mon collègue Vincent, qui se présente pour Québec solidaire dans Chambly, vous a répondu. Moi, je dirais que sur la question de la langue, il y a des points de distinction fondamentaux, notamment la loi 101 au cégep que j'ai portée à titre de présidente des jeunes du Parti québécois pour que le parti en fasse... l'insère à son programme. Il y a aussi des distinctions fondamentales, je pense, dans la façon de voir le projet souverainiste. Pour Québec solidaire, c'est un projet qui est plus défini économiquement parlant, je dirais, alors que pour nous, au Parti québécois, il y a l'idée de rassembler tous les Québécois
autour de l'acquisition de nos leviers avant de décider ce qu'on va faire avec ces outils-là une fois qu'on les aura. Donc, il y a une question, un dialogue autour de la liberté qui n'est pas le même, clairement, et qui, pour moi, est très important. Il y a une idée de rassembler des gens aussi qui sont de droite comme de gauche, qui est très chère au Parti québécois. Quand je regarde des proches à moi qui sont de tendance péquiste, on n'est vraiment pas d'accord sur tout, mais on s'entend sur l'essentiel, et pour moi, c'est ce qui est le plus important dans notre projet politique. Bon. Autre différence marquée, ce sont les fameux seuils d'immigration, où là, vraiment, la différence est marquée. Le parti de la Coalition Avenir Québec parle aux alentours de 50 000, les libéraux peut-être 70 000, Québec solidaire nous dit 80 mais le Parti québécois nous dit 30 000. Pourquoi? 35. Je ne veux pas vous corriger, mais 35. C'est très vrai. Ouais. Pourquoi cette différence aussi marquée dans les seuils d'immigration? Parce qu'on le sait qu'il y a un problème de pénurie de main-d'œuvre dans tous les secteurs d'activité. Bon. Le bon chiffre, c'est lequel? Est-ce que c'est 35, 50, 70 ou 80? On verra. Mais pourquoi cette différence, elle est autant marquée là-dessus? Bien, qu'on le veuille ou non, la question de l'immigration et de l'accueil des nouveaux arrivants, c'est une question qui fait appel à l'opinion, entre autres, et à une vision des politiques publiques. Nous, ce qu'on constate au Parti québécois, c'est que contrairement au paradigme actuel qui veut que la pénurie de main-d'œuvre soit réglée par l'immigration, c'est qu'après des années de haut seuil d'immigration, notre pénurie est toujours pas réglée. Parce que la réalité, c'est que les gens issus de l'immigration qui arrivent au Québec ont aussi besoin de services. Ils ont besoin de logement, ils ont besoin de places en garderie, ils ont besoin d'envoyer leurs enfants à l'école, comme tout le monde, au fond. Et donc, ils ont besoin de services. Ce sont autant des gens qui viennent régler la pénurie de main-d'œuvre que des consommateurs. Donc, ce qu'on privilégie, c'est d'autres solutions à la pénurie de main-d'œuvre. Pour nous, ça va être important, entre autres, de s'assurer de ramener les parents, les jeunes parents sur le marché du travail. Actuellement, on réalise qu'il y en a plein qui sont condamnés à rester à la maison faute de solutions. De ramener aussi des aînés qui ont encore de l'énergie à donner sur le marché du travail. Donc, on se soucie de la pénurie de main-d'œuvre, mais ce qu'on croit, c'est que l'immigration n'est pas la solution à la pénurie de main-d'œuvre et aussi qu'il faut s'assurer que les nouveaux arrivants s'intègrent au Québec parce que c'est le secret de la réussite, c'est la clé de la réussite, une intégration en français qui réussit. Bon, parlez-nous de vous un tout petit peu. Vous dites, bon, vous avez 23 ans. Vous êtes issu de quel milieu? Quel est votre lien avec Chambly? Dans quel niveau d'études? Dans quel champ d'études êtes-vous allé dans les dernières années? Bref, parlez-nous de vous un tout petit peu. Alors, j'ai grandi sur la rive-sud de Montréal, à Longueuil, pas très, très loin de Chambly, plus loin de Saint-Jean un petit peu, mais pas loin de Chambly. Je viens de terminer un baccalauréat en droit. J'ai 23 ans. C'est l'indépendance du Québec qui m'a amenée en politique, mais je vous dirais que comme beaucoup de mes collègues du même âge, la question de l'environnement est très importante pour moi et la pérennité aussi de nos services publics. Parce que ce qu'on réalise, c'est que des services publics qui ont été établis il y a 25-30 ans, on ne sait pas si, à titre de jeune, on va y avoir accès plus tard. Puis j'ai mentionné à quelques reprises la question des places en service de garde et en CPE. Pour moi, c'est extrêmement aberrant de voir qu'il y a autant de familles qui attendent toujours une place en garderie. Et ça me touche personnellement parce que dans les prochains mois, là, mon conjoint et moi, on va accueillir un enfant aussi. OK. Donc, ça s'en vient, là. Oui, c'est dans les projets. C'est ça. Carrière aussi comme avocate, éventuellement? Oui, bien, le droit mène à tout à condition d'en sortir. Donc, on verra. Le choix des électeurs aussi va probablement faire pencher la balance. Orienter le reste, évidemment. Qu'est-ce que vous connaissez des enjeux dans le comté de Chambly? Bien, d'abord, on m'a beaucoup parlé de l'enjeu de l'accès aux soins de santé. Lors de la dernière campagne électorale, ça a été très important, notamment autour de l'arrêt du service de sans rendez-vous au CLSC de Richelieu. On réalise à quel point, pour des populations vulnérables ou qui ont moins de ressources de transport, c'est important d'avoir des services de santé de proximité. Mais nous, au Parti québécois, la valorisation des services de première ligne, autant des CLSC que du communautaire, l'accès aux services sans rendez-vous aussi, c'est très important pour nous. Sinon, la question du transport est assez évidente partout dans le Haut-Richelieu. Dans Chambly, on a beaucoup parlé du REM à la dernière élection, qui était un peu un éléphant blanc ou une promesse non réalisable et qui ne se réalisera pas. Donc, il faut trouver d'autres options de transport, clairement. Nous, pour favoriser
la transition vers le transport collectif au Parti québécois, ce qu'on propose, c'est une passe climat qui serait à 365 $ par année, donc 1 $ par jour pour tous les utilisateurs du transport collectif partout au Québec. En augmentant le nombre de personnes qui fréquentent les transports en commun, c'est sûr qu'on va s'assurer d'avoir une offre de service qui est beaucoup mieux établie puis qui va permettre aux gens du comté de Chambly, que ce soit Saint-Mathias, Richelieu, Chambly, Carignan et Saint-Basile, d'avoir accès à des services de transport collectif qui vont être utiles autant pour les aînés qui ont moins de facilité de déplacement que pour les jeunes qui veulent intégrer le marché du travail et des études ou les familles qui veulent des options autres que l'auto-solo. Avez-vous eu l'occasion de rencontrer les maires et mairesses du comté? Absolument. J'ai été investie là, comme candidate du Parti québécois en avril dernier, donc c'est un travail qui a été fait au mois de juin, entre autres. Bon. Qu'est-ce que les maires et mairesses vous disent sur leurs besoins et sur leur niveau de relation avec le gouvernement? Bien, en fait, puis je pense que ça fait partie de la discussion un peu partout au Québec. Là, il y a un souci de la densification. Ouais. Comment densifier nos communautés, parce que c'est ça le besoin, sans atteindre les terres agricoles, tout en sachant que les territoires disponibles sont limités, mais qu'on veut avoir une offre qui correspond à l'entièreté des besoins de la population, que ce soit la population aînée, les jeunes familles, les gens qui ont moins de revenus aussi. Là, il faut qu'il y ait du locatif, comme des maisons auxquelles les gens vont être capables, que les gens vont être capables de s'acheter. Donc, il y a vraiment cet enjeu-là du développement du peu de territoire qu'il reste, qui est très important. Sinon, évidemment, les municipalités ont énormément de responsabilités par rapport à leurs leviers économiques réels et fiscaux, là. Donc, ça aussi, c'est un enjeu. Quand on parle, entre autres, là, du développement à venir et des ressources disponibles là, pour s'assurer que l'eau, par exemple, se rende dans les nouvelles habitations, ça va être un enjeu, clairement. Est-ce que vous faites campagne à plein temps ces jours-ci? Oui, ça demande beaucoup d'énergie, mais c'est très, très agréable. Puis les rencontres sont tellement enrichissantes. Marie-Laurence Desgagnés, candidate pour le Parti québécois dans Chambly. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne chance. Restez avec nous. On vous revient après ceci. À la fin du mois de septembre, pendant les 5 jours du lundi au vendredi et selon un peu l'horaire d'ouverture du centre d'achat, c'est une grosse collecte de sang organisée par le Carrefour Richelieu en collaboration avec Emma Québec. Et vous le savez, on vous le répète, mais depuis la pandémie, Emma Québec fonctionne sur rendez-vous. C'est très bien parce que ça vous évite évidemment d'attendre également, mais vous devez vous inscrire en ligne tout d'abord sur le site Internet d'Emma Québec. À demain.